enregistrement. Comme ça sera fait. Une fois que l'enregistrement est fini, enfin, quand je te dis ciao, pars pas de suite, sinon il faudra que tu reviennes pour, Ouais, ça roule. pour upload. Et ben voilà, on est Ok, ça marche. plutôt pas mal. Ok, Si, si, il y a un dis-moi. petit truc qu'il faut que je te dise, ça pourrait être pas mal. À la fin, il y a trois questions, des fois qui emmerdent les gens un petit peu, enfin deux surtout. Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant que tu te lances? Ça, voilà, Ouais, si tu veux pas avoir un non, blanc, c'est pas mal. t'inquiète, Ok, ça va. et qui est Je- le prochain invité que je dois faire venir dans le podcast selon toi? Ok, je vais y réfléchir. Je pense que j'aurai le truc pendant le podcast, mais je vais te Ouais, donner ouais, un ouais, nom. t'inquiète. C'était juste que je préfère te le dire maintenant, comme ça t'as une heure pour t'y préparer, quoi. Le Ouais, ça français. roule, ça roule. T'inquiète, pas de souci, pas Ben de c'est parti, on souci. va pouvoir commencer. Vas-y. Aujourd'hui, on est en présence de Théo Maréchal. Alors, premièrement, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir invité. Du coup, Théo, si tu devais résumer ton parcours en deux, trois phrases, comment tu te présenterais? Alors, je suis Théo. Je suis le CEO et fondateur d'une boîte qui s'appelle Bayana Club. C'est une boîte que j'ai créée tout seul et j'ai réalisé, qui fait des jeux de société. J'ai réalisé tous les jeux tout seul. C'est des jeux de société plutôt à destination des adultes. Et comment j'en suis arrivé là pour parler de mon parcours un peu avant. Donc, j'ai fait une formation école de commerce un peu classique. Je suis parti assez tôt, à 17 ans. Et ensuite, du coup, j'ai fait 4 ans d'école et ensuite j'ai embrayé sur un master, du coup, en entrepreneuriat. Il y a pas mal de gens qui disent, mais pourquoi faire un master en entrepreneuriat si tu as envie d'entreprendre, tu entreprends. Je suis parfaitement d'accord, mais au final, je suis très content de l'avoir fait parce que ça m'a donné pas mal de raccourcis et ça m'a donné surtout une vision un peu de ce qu'était le monde des startups. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure que j'étais pas forcément fait pour faire des startups, plutôt pour faire un petit business comme ça de indie maker, du coup, c'est parfait. Mhm. Et c'est comme ça que j'en suis venu là. En fait, à la base, je voulais voyager. Donc, une fois que le master était terminé, en gros, le master, tu bossais sur un projet 6 mois avec des gens. Et nous, on avait fait un projet. Et à la fin du projet, tu as un espèce de concours où tu présentes le projet. Et si le projet est retenu et les gens ont envie de le faire, tu le poursuis. Et sinon, tu arrêtes et tu vas faire ton truc de ton côté. Moi, j'ai choisi cette option-là parce que j'avais envie de voyager et j'avais envie d'avoir un business qui me permette de voyager. Du coup, c'est comme ça que je suis arrivé jusqu'à Bayana Club et c'est pour ça que à D'accord. la base, c'était plutôt une opportunité de marché que j'avais trouvée. Ouais, et une opportunité de marché que j'avais trouvée, c'était à Noël, je crois, c'était un Noël 2018. J'avais vu que les jeux de société pour adultes se vendaient pas mal. Et ça m'a donné l'idée, moi qui ai toujours aimé un peu les jeux de soirée du style, d'en créer un. Et j'ai créé le D'accord. premier Donc, jeu à la comme ça. base, Banaya, c'est un projet d'école que tu as transformé en entreprise. Bah, en fait, c'était pas vraiment le projet d'école, c'était un autre truc que je faisais à l'école. Et Bayana, c'est quelque chose que j'ai fait après la sortie de l'école. Pendant un moment, j'ai fait un peu des missions de freelance. J'ai aidé mon père un peu sur son business aussi, qui est entrepreneur. Et au final, à côté, j'ai créé ça donc d'abord en side et ensuite en occupation principale parce que ça a plutôt pas C'est mal quoi pris. pas mal pris? Tu peux nous donner des chiffres un petit peu? Ouais, bah, j'ai fait. Alors, je suis encore. En gros, l'année dernière, pour te remettre un peu dans l'historique, j'ai créé mon premier jeu donc en avril-mai, on va dire. Le temps de le faire produire, faire les prototypes, etc. Ça a pris 3-4 mois. Il était prêt en août, on va dire. Et en août, je l'ai lancé le premier jeu, donc qui s'appelle Anecdote, qui est un jeu classique que peut-être des gens ont fait en soirée, de qui est le plus comme ça, genre qui pourrait se barrer du resto sans payer, et tu dois désigner la personne en retournant une carte. Donc c'est caché dans un premier temps, tu désignes avec des lettres et ensuite tu révèles les lettres et les gens voient un peu ce que tu penses d'eux. Donc c'est assez marrant sur le principe et ça a plutôt bien pris. J'ai fait pas mal de ventes du coup à Noël dernier. Noël, c'est un gros pic pour les jeux de soirée. Et en fait, voilà, j'ai fait aussi une vidéo sponsor et en fait, je suis allé juste en dessous du palier. Je suis encore en statut auto-entrepreneur et j'étais juste en dessous du palier de la TVA. Tu as un palier en gros je crois qu'il est à Ouais, c'est ça. 35 000.
Et j'étais juste en dessous. Ouais, c'est ça. J'étais juste en dessous et du coup, j'ai continué sur ce format-là pour cette année aussi, parce que c'est quand même bien plus Oui, avantageux clairement. quand tu te lances. Et c'est clair. Et du coup, voilà, c'est comme ça que j'en suis arrivé là. Donc, pour te donner une idée, ouais, j'étais pas loin de la limite l'année dernière. Et cette année, bah, ça avait bien commencé. Et il y a eu le Ouais. Covid qui, évidemment, a affecté une grande partie de mon activité. Surtout que, en gros, il y a un truc qui faut savoir, c'est que Amazon a dû couper tous les stocks donc pendant le Covid, sinon ils se prenaient une amende intersidérale par le gouvernement français. Donc ils ont dû arrêter pour prioriser sur les produits de première nécessité. Et ce qui fait que tous les articles non essentiels ont été juste bannis de la vente. Et en fait, moi je procède sur un modèle de Amazon FBA. C'est quelque chose qui est pas mal utilisé par tous les gens qui font du e-commerce sur Amazon. La plupart, c'est sur des produits chinois, mais moi, c'est sur des vrais produits. Donc, tu envoies ton stock que tu fais produire chez Amazon, ils le Ouais. stockent, ils le gardent. Et en fait, moi, le problème, c'est que à ce moment-là, ils ont bloqué les stocks, donc je pouvais pas les faire ressortir parce qu'il y avait plein de gens qui le faisaient ressortir. Et ce qui fait que tu avais des délais, genre c'était 3 mois pour qu'ils arrivent chez toi. Donc autant dire que c'était mort, quoi. Et du coup, voilà, j'étais un peu sans pouvoir vendre du tout parce qu'ils n'étaient pas considérés comme indispensables à la vente. Par contre, tu vois, genre les jeux un peu plus familiaux, les jeux de société normaux, eux, c'était autorisé. Juste moi, vu qu'il y avait un peu une notion d'alcool, etc., ça a été Ah oui, c'était un au peu cas par cas blacklisté. qui triait, quoi. Moi, j'aurais cru que quand t'as dit première nécessité, c'était genre du sopalin, tu vois, pas de jeu, quoi, du coup. En gros, ils l'ont fait en plusieurs phases, tu vois. Tu avais la première phase, c'était genre vraiment en première nécessité. Ensuite, ils ont un peu ouvert les valves. Et même maintenant, ça, j'y reviendrai peut-être après, mais en gros, j'ai un premier jeu que j'ai fait, du coup, celui que je t'ai expliqué. J'en ai un deuxième que j'ai lancé juste avant Noël de l'année dernière. Et là, j'en ai lancé deux autres, plus une réédition du premier, où j'ai corrigé deux, trois trucs qui n'allaient pas après avoir recueilli pas mal de feedback. Et je devais en lancer encore un. Donc, tu vois, ça fait quatre nouveaux jeux. Et au final, avec tout le Covid, etc., même encore maintenant, je peux pas les envoyer chez Amazon tout le stock. Je peux que les envoyer petit par petit. Donc, en gros, là, je peux en envoyer, je crois, 200 maximum. Ce qui est super chiant parce que ça m'oblige à les stocker chez moi euh, sans être chez moi. Donc, c'est génial. Et de les envoyer petit par petit. Et c'est un peu Tu veux dire relou, que mais tu les stockes en France le Covid. alors que toi, t'es au Japon? Ouais, enfin, je les stocke du coup chez mes parents en Ouais, attendant, mais j'aurais aimé, tu vois, les envoyer tout direct chez Amazon, ça simplifie pas mal le truc, parce que là, je suis obligé de faire le tri pour ensuite les renvoyer par petits batch, c'est un peu, ça oui, prend du clairement. temps, quoi. Oui, si tu, puis, ouais. C'est de la logistique que t'aurais pas fait si tu pouvais direct envoyer de l'usine à Amazon, quoi. Ouais, c'est ça, Ok. c'est Et ça, c'est ça. du coup, une question qui m'est venue, d'où elles te viennent toutes les idées de jeu? Bah, en gros, les idées, il y a pas mal de trucs. Il y a des trucs qui viennent genre de trucs qu'on faisait en soirée, tu vois, des jeux de soirée qui n'avaient pas forcément de jeu. Et d'ailleurs, le premier jeu là dont je t'ai parlé, en gros, moi j'avais eu l'idée, c'était un nouvel an et on faisait, tu vois, le jeu autour de la table où on se pointait du doigt. Et je me suis dit, mais c'est con parce que au bout de 3 ou 4 tours, on n'avait plus d'idées. Et moi, j'en avais toujours pas mal. Et je me suis dit, mais pourquoi on ferait pas un jeu, quoi? Ça serait beaucoup plus simple, ce serait beaucoup plus marrant. Donc ça, c'est comme ça que j'ai eu l'idée du premier jeu. Le deuxième, c'est un peu différent. Quand je faisais un peu ma veille sur ce qui se faisait, j'ai trouvé un jeu qui était vraiment cool, qui a été fait par un Chilien. Vraiment, j'ai trouvé ça par hasard en cherchant. Et en gros, ça s'appelle Dictadores. Donc c'est un jeu d'alcool, vraiment un jeu à boire. Ça, c'est pareil. Amazon n'a pas trop aimé quand il y a eu le confinement. Mais en gros, ce jeu-là, c'est vraiment un jeu si tu veux boire. Et ce jeu-là a été fait par un Chilien. Du coup, je l'ai contacté. Je lui ai dit, trop cool, mec, ton jeu. Est-ce que tu serais chaud pour qu'on fasse un accord de commercialisation et tu me laisses les droits de refaire ton jeu, de le traduire et de l'adapter pour le marché français. Et en échange, je te reverse une petite Ok. commission sur vente. Et le mec a dit, ouais, ok, grave chaud.
Et donc, il m'a envoyé tous les fichiers, et moi, je les ai un peu retravaillés et tout, et je les ai renvoyés ensuite à mes fournisseurs. Ok. Voilà. Donc ça, Pour c'est ce pour jeu-là, t'as dû les deux passer, c'est premiers. toi qui as fait la traduction, ouais, du coup. Ça, Ouais, ouais, c'est moi je parle oui. espagnol, donc ça va. C'est Ah, ça easy, c'est un easy. avantage, ouais. Ok. Euh, du coup, Voilà. je reviens sur une question qui m'est venue juste avant. Pourquoi pas startup? T'as dit que tu t'étais pas fait pour bosser en startup et que tu préfères être un indie. Pourquoi? Bah, en fait, bah, si tu réfléchis en termes de valeur, tu as des gens qui ont envie de créer un truc pour avoir des tonnes de collaborateurs, des grosses équipes, etc. Tu as des gens qui veulent lever des millions et tu as des gens comme moi qui priorisent leur liberté. Et en fait, c'est quelque chose que j'avais déjà expérimenté parce que j'ai travaillé dans une startup à Barcelone pendant un moment qui s'appelait Xseed et qui vendait des tickets pour les soirées. Donc, tout est un peu lié à ce niveau-là. Et en gros, j'ai trouvé ça ouf, vraiment expérience de dingue. Et moi, j'étais le 11e employé, donc j'avais vraiment pas mal de trucs à faire et j'avais mon mot à dire, ce qui était vraiment cool pour un mec de genre 18 ans ou 19 ans. Mais j'avais quand même quelques trucs qui m'embêtaient un peu, dont le fait de ne pas avoir la liberté de changer, tu vois. Le mec qui avait fondé cette boîte, ça faisait 7 ans qu'il était là et tu vois, il pouvait pas juste dire je me barre parce que c'est sa boîte, il a toutes ses billes dedans. Il peut essayer de trouver quelqu'un, mais tu vois, c'est un peu difficile de lâcher ton bébé quand ça fait 7 ans que tu es dessus. Et je me suis dit, moi, j'ai envie de changer quand j'en ai envie. J'ai pas forcément envie de créer un truc qui vaut des milliards. Moi, j'ai envie de faire un petit truc d'artisan, tu vois, qui vraiment dans la philosophie du indie maker, de pouvoir bouger quand j'ai envie de bouger, de pouvoir changer de projet quand j'ai envie de changer de projet. Et du coup, je pense que ça me correspondait mieux de vivre Ok, ma ouais. vie, de voyager comme ça. Du coup, en parlant de bouger, ça me fait penser là. Donc, en off, on s'est dit que tu étais au Japon. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Ouais. Alors, pourquoi le Japon? Je sais que c'est pas trop lié au mode de vie, genre digital nomade, aller à Bali, etc. C'est un peu plus cher. Mais au final, c'est pas si cher que ça. Et il y a plusieurs raisons. Tu as des raisons perso, je suis avec ma copine, et tu as des raisons un peu plus pro, qui sont que dans tous les cas, j'avais envie de partir, j'avais pas envie de rester à Paris. Elle est franco-japonaise, du coup, ça aide un petit Ouais, peu d'aller au Japon pour trouver un taf pour elle parce elle est pas genre freelance ou tu vois, elle a pas la liberté de faire comme moi, de faire d'aller où elle veut. Donc c'était un bon compromis, tu vois. Moi, j'avais envie un peu de liberté, elle avait besoin d'un truc un peu cadré et Tokyo, c'est parfait parce que et c'est le deuxième point aussi, c'est que ça te donne beaucoup d'inspiration quand tu es toujours confronté à plein de trucs qui sont vraiment différents, qui te sortent de ta zone où tu es vraiment perdu parce que tu comprends rien au japonais, mais tu vois des idées et tu t'arrives à faire des liens, je pense que j'aurais pas fait en restant à Paris. d'accord, ouais. Oui, c'est pour le côté inspirant. C'est aussi un truc que moi je retrouve pas mal. Quand je veux évoluer, tu te mets dans un milieu où tu connais rien ou pas grand-chose et rien que quand je suis allé au Portugal ou en Espagne, c'est déjà vachement différent de la France et t'évolues beaucoup plus facilement. Ouais, T'as c'est clair. tellement à comprendre comment ça fonctionne actuellement que du coup, bah, il y a plein d'idées sortent et t'es prêt à changer pas mal de choses, quoi. C'est ça, et surtout au Japon, quand t'as vraiment tout est tellement différent. Si tu vas des toilettes en passant par les combini, enfin, il y a littéralement C'est, rien à c'est quoi un voir. combini? Et au final, le combini, c'est en gros l'espèce d'épicerie du coin qui est Ok, ouvert H24 et tu peux tout faire dedans. Tu peux payer tes impôts, tu peux retirer de ok, l'argent, tu peux tout faire. C'est un truc de ouf. ok. Oui, effectivement, je n'étais même pas à ce point capable d'imaginer qu'il y avait des trucs comme ça. Donc, Ah ouais, non, donc mais c'est ouf. Ils sont dans un autre monde, les ouais, ouais. Japonais. Mais du coup, ta meuf, elle bosse à Tokyo. Donc tu vas, Ouais, elle bosse à ok. Tokyo dans une boîte. Pour le moment, pas de Voilà. nomadisme prévu, quoi. Pas de, enfin, c'est un peu du nomadisme, c'est du slow nomadisme, on va dire, parce que après, j'exclus pas de rebouger ailleurs. Là, j'ai un visa qui dure jusqu'en février Ok, 2021, donc plutôt cool. Et après, je sais pas encore où je vais, mais moi, de toute façon, j'ai la liberté de pouvoir bouger quand je veux, et ça, c'est ok. hyper agréable. Et comment tu fais du coup avec ta copine, par exemple? C'est un truc qui est vachement intéressant quand t'es nomade, ça de. Parce que souvent, il y en a un, et c'est de la situation, c'est Ah, que c'est qu'il y en a un qui est nomade et pas l'autre.
Ouais, c'est ça. Et bah, au final, bah, je trouve que justement ce truc-là, c'est un bon compromis parce que il y a tellement de trucs à faire au Oui, Japon que tu peux, t'as quand même la possibilité de bouger. En plus, on bouge tout le temps vu elle a pas mal de jours de congé parce qu'elle est en VIE. Donc c'est assez cool. On se fait des week-ends partout et du coup, ça équilibre parce qu'en même temps, je trouve que quand tu es trop dans mode digital nomade et trop sur les routes, et etc., tu perds un peu en productivité. Et quand tu as une espèce de base fixe et que tu bouges, genre pendant les week-ends, etc., tu arrives quand même à rester productif. Genre moi, je vais tous les jours dans mon espace de coworking, j'ai une espèce de routine qui fait que, tu vois, je suis pas non plus à rien foutre, mais je bosse bien. Et après, je profite du Japon les week-ends oui, quand oui. elle a des jours, quoi. Je suis tout à fait convaincu par ce que tu dis, parce que du coup, moi, j'ai fait 6 mois en camping-car dans le sud, enfin, dans l'Espagne et Portugal. Et effectivement, la productivité était pas à son maximum, quoi. Trop de trucs en plus. Je pense que le meilleur compromis, c'est de faire genre au moins 3 mois quelque part et pas trop bouger de là si tu veux garder un peu de productivité. Mais genre, comme on faisait, nous, on bougeait toutes les semaines, c'est un enfer. T'as jamais de repères. C'est bien d'être Ouais. dans un environnement nouveau pour apprendre, mais si tu le changes trop souvent, c'est genre, c'est éreintant de juste vivre. Du coup, tu peux pas bosser efficacement, quoi. Et même, tu regardes de toute façon tous les mecs qui sont un peu en mode digital nomade, à part quelques-uns qui restent vraiment longtemps, mais tous les mecs qui vont en Thaïlande, etc., ils y restent 1 ou 2 ans et après ils rentrent parce que voilà, c'est bien pendant un moment. Après, tu grandis, tu as besoin de te poser, faire des projets, etc., et tu as besoin de revenir à un cadre plus normal, entre guillemets, que le vrai pur digital nomade qui bouge toutes les 2 semaines en bus, Ouais. backpack, etc. Ouais, ou alors, faut pas avoir besoin de taffer, quoi, efficacement. Ouais, Ça peut être un truc c'est aussi. clair. J'avais lu un super article il y a 3 ans, je pense, 2 ans, sur un mec comme ça qui avait un blog voyage et pendant 8 ans, il bougeait tout le temps pour faire des articles de blog et tout ça. Et au bout d'un moment, genre, ils ont, comment il avait appelé ça? Il avait fait un genre de burn-out du voyage, quoi. Il en pouvait plus, et ça le saoulait de voyager, Ouais, quoi. bah ouais. Ouais, ouais. Ouais, alors C'est que à fatigant, la hein. base, tout le monde trouve ça cool, et puis en fait, quand tu le fais trop, ça marche pas bien, quoi. Mais voilà, petit aparté voyage, on va revenir un petit peu sur, sur les sujets que tu m'as parlé. T'as aidé ton père dans un projet, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'il fait comme projet ton père. C'est toujours intéressant de voir. Ouais, en gros, mon père, il est intégrateur ERP. Donc, en gros, il vend enfin, tu as des logiciels les ERP, c'est des logiciels de gestion d'entreprise. Donc, il y a des énormes usines, par exemple, SAP qui coûte une somme astronomique. Ouais, Tu as 20 000 consultants qui viennent t'aider, etc. Et tu as d'autres options qui sont un peu plus cheap. Et mon père, en gros, il vend l'alternative open source qui s'appelle Odoo. Mais sauf qu'en fait, cette alternative, elle est un peu galère à maîtriser et surtout, genre pour faire des ajustements un peu techniques, etc. Tu as besoin d'un mec qui s'y connaît et ce mec-là, c'est mon père et il vend ça au PME. Ce qui fait qu'en gros, il a beaucoup plus de ouais, bah, vitesse dans l'exécution que les grosses usines à gaz et surtout, il peut vraiment faire sur presque du on-demand sur des points spécifiques et il a son équipe de dev en free et il ok. se Ouais. démerde comme ça. Et t'as fait quoi avec lui du coup? Bah, je l'ai pas mal aidé sur sa boîte, sur comment il voyait son produit, etc. J'ai essayé de l'orienter plus vers les startups. Lui, il était plus PME. Mais voilà. Mais après, ça n'a pas duré méga longtemps parce que j'ai vite compris que moi, en fait, ce que j'avais vraiment envie, c'est de bouger et de repartir sur un truc vraiment entrepreneurial qui me faisait kiffer plus que Ok. bosser sur le projet de mon père. Bon. Eh bien, on va pouvoir revenir sur un peu ton projet actuel. Ça tombe bien que t'en parles. Je me demandais, surtout Yes. les jeux que tu es en train de lancer là, comment tu sais est-ce que tu as une idée de si un jeu va marcher ou pas? Tu lances les jeux et puis tu vois, c'est quoi ton chemin pour te dire ça va marcher ou pas? Bah déjà, l'avantage des jeux, c'est que tu as une barrière à l'entrée qui est assez limitée. Parce que quand tu penses à un produit spécifique, et d'ailleurs c'est pour ça qu'il y avait Ouais, Maxime Blondel qui était passé dans ton podcast, qui est
au final un de mes concurrents sur pas mal de business, mais tu vois, tout va bien, hein. Et en gros, il parlait de ça. Euh, En fait, les jeux de société, l'avantage, c'est que c'est assez rapide à lancer, que ça coûte pas cher à produire quand tu as des ressources limitées. Moi, par exemple, j'ai jamais bossé avant de lancer ma boîte. Tout mon business est basé sur un espèce de reste de prêt étudiant. Et au final, tu vois, pour lancer des boîtes comme ça de produits, Ouais, pas des boîtes de services, des boîtes de produits qui ont un BFR positif, donc qui doivent payer avant de gagner, eh ben, tu es obligé d'avoir des trucs qui sont pas trop chers, tu vois. Et les jeux de société, c'est pas mal parce que si tu arrives à te démerder, les premiers, genre les samples, c'est assez cher, mais ensuite, c'est juste un coût d'impression, et ce coût d'impression et de fabrication, il est assez réduit. Et même avec un prêt étudiant, tu vois, j'arrive à faire 5 jeux, donc ça te donne un ordre d'idée de ce que tu es capable de faire. Et c'est pour ça que c'est vraiment un super business à lancer. Et pour ensuite, pour les idées, bah justement, tu as pas mal de trucs, genre l'idée du jeu que j'ai ouais, recopié enfin, que j'ai adapté de l'étranger. Ça, si tu vois, c'était un truc qui existait déjà, donc tu n'as pas beaucoup de chances de te planter. Et par contre, sur les autres, bah, tu vois, c'est plus des trucs instinctifs, en mode on fait ça enfin, de manière informelle, du coup, je vais le transformer en jeu. Et ça, c'est quelque chose qui est assez facile. Ou alors, après, tu as aussi, si tu arrives aussi à faire des croisements entre deux jeux qui existent déjà et qui n'ont rien à voir, ça peut te donner des super idées de jeu. Tu vois, par exemple, tu prends un jeu qui n'est pas forcément sur les jeux d'alcool, etc., mais tu essayes de le transformer en mode jeu d'alcool. Bah ça, ouais. c'est assez enfin, facile, entre guillemets, mais tu vois, ça se lie assez bien. Et quand tu commences à mettre le nez dedans, tu arrives à faire des connexions entre des jeux, Ouais, t'en as et de ça plus en devient plus plus, quoi. facile, quoi. Ok, je comprends bien ton chemin. Ouais, Tout à l'heure, tu parlais un petit peu ouais, de BFR, donc de besoin de fonds de roulement. C'est quoi pour un jeu, en ouais. général, quand tu veux le lancer, t'as besoin de combien? Si t'as une idée de précise. Bah, en fait, ça dépend beaucoup de comment est ton jeu. Tu vois, genre si tu fais un Uno par exemple, ça va vraiment pas te coûter cher. Si tu fais merde, comment je dis, un jeu qui a genre Ouais, 600 cartes, bon bah là ça va coûter plus cher. Et après ça dépend de où est-ce que tu le fais produire. Tu vois, si tu le fais produire en France, ça coûtera plus cher que si tu le fais produire en Roumanie. Ça coûtera plus cher que si ok, tu le fais ouais. produire en Chine. Tu vois. Donc, mais pour donner une fourchette, ça peut aller entre, bah, tu vois, j'ai un jeu qui m'a coûté genre Ok, 2 000 euros, et ça peut aller jusqu'à genre 20 000 euros pour un premier set. Quand je parle de premier set, c'est genre 2 000 à 3 000 unités, on va dire. C'est ce que. De toute façon, on dit qu'un jeu marche, enfin un jeu est établi en tant que jeu qui marche dès qu'il atteint 5 000 unités de vendues. Et au final, c'est une barre qui n'est pas passée par beaucoup de jeux parce que il y a énormément des jeux un peu genre de fantasy, etc. Il y a pas mal de jeux dans ce style-là, et ces jeux-là, c'est vraiment réservé à une niche, et du coup, ils passent rarement les 5 000, donc on peut difficilement dire que c'est un succès. Pour autant, ils ont leur cible et ça tourne, donc ça va. Mais les vrais jeux grand public, au final, même si nous, on est sur une niche, on est quand même sur une niche qui est ouais, assez grand public. Ça se compte à peu près dans d'accord. ces eaux-là, quoi. Et du coup, toi, t'as des jeux qui ont passé ce seuil fatidique? Non, j'en ai aucun pour l'instant, parce que ça Oui, prend du temps, mine de rien, de vendre autant de jeux. Et surtout, j'ai un désavantage qui, au final, est aussi un peu une force, parce que je peux faire plus de trucs. C'est que je distribue pas en magasin, en tout cas pas encore. C'est pas parce que j'ai pas eu forcément envie de presser le truc. Et au final, l'année dernière, quand j'ai décidé d'essayer pour une première fois, en gros, on était trois jeux avec un peu la même idée. Et les deux premiers ont été faits genre quelques mois avant, sans que l'un ait ouais, copié sur l'autre ou quoi que ce soit, mais juste on a tous eu la même idée en même temps. Et du coup, on était trois jeux sur le même segment. Et en fait, c'est un peu le serpent qui se mord la queue dès qu'il y en a un qui est pris, parce que en gros, tu as les distributeurs, c'est ceux qui t'achètent ton jeu pour le distribuer en magasin. En fait, si je t'explique, tu as les magasins genre la Fnac, qui eux vont distribuer des jeux, et tu as des distributeurs qui vont distribuer à la Fnac et à tous ces magasins-là. Et en fait, ces distributeurs-là, ils se mettent un peu entre les deux, et soit ils t'achètent ton stock d'un coup,
Soit ils te l'achètent en dépôt-vente, c'est-à-dire qu'ils t'achètent petit par petit et ensuite ils te refilent tes revenus en petit par petit aussi. Et en fait, du coup, tout ce milieu-là, c'est vraiment un microcosme et tout le monde se connaît. Ce qui fait que dès que tu en as un qui a un jeu, tous les autres le savent et ils disent ah bah non, je vais pas le faire parce que il y a machin qui a déjà un jeu qui ressemble. Tu vois. Et le mec en question va pas le faire non plus parce qu'il a un jeu qui ressemble. Donc dès que tu as un jeu qui a pas, enfin qui, t'as deux trois jeux qui sont un peu près pareils, il y a aucune chance pour qu'ils soient D'accord, ouais. distribués quoi. Donc je suis arrivé un peu tard. Ouais, Mais après sur les autres, là je refais je vais refaire un batch avec tous les nouveaux jeux et là oui je pense que ça passera. d'accord. Et puis en plus de ça, il y avait le Covid, etc. Donc pas le meilleur timing, je suppose, pour faire ça non plus. Ouais, pas le meilleur timing et surtout ça m'a fait un peu réfléchir aussi à comment je voyais ma boîte. Avant, j'étais vraiment full time sur Bayana et j'ai petit à petit réduit, mais du coup, enfin, je sais pas si on en parlera peut-être après, mais en gros, j'ai réduit petit à petit enfin, mon temps de travail sur Bayana parce que tous les efforts que je mettais sur l'acquisition, enfin, tous les efforts que je mettais sur Bayana, j'ai remarqué qu'au final, en termes de temps et de gains, c'était pas forcément hyper efficace. Donc, je pouvais réorganiser, avoir autre chose à côté. Et surtout, j'ai créé autre chose parce que ça, c'est important. Quand tu es tout seul sur un business, tu vois, t'as pas quelqu'un à qui te plaindre. Surtout Ouais, moi au Japon, moi, quand je veux me plaindre, mes potes, ils sont en train de dormir. Donc, quand tu es tout seul sur un business, c'est hyper important d'avoir un deuxième truc, d'avoir un side qui te montre que quand ça va pas sur ton business principal, bah, tu as ton side et le side, tu vois, c'est quelque chose, quand ça va pas, tu es content de le faire et du coup, ça t'aide à un peu vider la tête et à pas rester trop focus et t'enfermer dans ton projet. Et du coup, bah voilà, donc pour revenir à ce que je disais, j'ai un peu dézonné de Bayana Club pendant le Covid parce que de toute façon, ça servait à rien, je ouais. pouvais rien faire d'autre. Et du coup, j'ai reconcentré sur d'autres activités. J'ai appris pas mal de trucs en no-code aussi et j'ai créé un peu une espèce de marque personnelle. Mais voilà, pour revenir à Bayana. J'ai testé plein de trucs. J'ai lancé des apps aussi. C'est encore un truc qu'on a en commun avec Maxime. On avait lancé une app pareil qui était à peu près similaire, qui s'appelait, enfin la mienne c'était la version anecdote D'accord. mais en mobile. Et eux ils avaient fait Vacarme, donc qui ressemblait un peu à anecdote, un peu en différent. Et au final, genre, enfin, j'étais très content qu'ils aient bien percé parce qu'ils ont vraiment bien percé. Parce que, en fait, j'étais un peu dans leur roue, tu vois, genre sur les App Store. Du coup, j'ai développé deux apps. Tu avais Ouais. ce jeu-là et un autre. Et en fait, sur les App Store, et tu sais, si tu recherches une app, tu vas tomber sur l'app et ensuite tu vas avoir des suggestions. Et en fait, eux, ils ont tellement bien marché qu'ils m'ont rapporté un nombre de téléchargements incroyable juste en Ouais. étant en deuxième, tu vois. Et c'était un truc vraiment cool. Donc, c'est pour ça que je le remercie. Au final, à l'aider à développer du coup ce côté-là, le côté app, et à choper pas mal de leads parce que, à la différence d'eux qui ne demandaient pas l'adresse email, moi je la demande. Et du coup, j'ai récupéré 100 000 emails comme ça, tu vois. Ah oui, ouais, c'est pas mal. Ouais. Donc, ça, c'était assez cool, ça a bien marché. Et alors, du coup, Ouais, j'ai des ouais, questions sur ça. c'était pas mal. Cette app, toi, tu la monétises ou pas? Ouais, je la monétise. Ça aussi, en gros, en fait, pour te remettre dans le contexte, à la base, ce que j'ai fait, c'était juste dans une logique d'acquisition pure et dure. Moi, je voulais faire du coup une app pour choper des emails. C'était vraiment le seul truc. Limite, les gens, ils l'utilisaient pas. Je m'en foutais. C'était juste pour avoir des emails et soit retargeter avec Facebook, soit comment dire, soit faire de l'emailing. Et au final, je l'ai un peu changé parce que ma sœur m'a fait une réflexion un jour. Elle m'a dit putain, mais ton jeu il est vraiment nul à chier. Et je me suis dit ah bon? Tu vois, genre le truc, ah ouais, t'es sympa toi. Et au final, quand même, après, elle m'a expliqué, elle a étayé un peu son propos. Et en fait, l'app, elle était complètement statique. Ce qui fait que, en gros, tu défilais des cartes, tu vois. Si j'avais su à l'époque vraiment maîtriser le no-code, je pense que je l'aurais fait en no-code. Mais je l'ai fait développer du coup en vrai code. Et au final, ce qui s'est passé, c'est qu'elle m'a donné cette idée de le faire en ligne. Tu vois, elle m'a dit, mais tu devrais la faire en ligne ton app. Comme ça, les gens ils pourront jouer entre eux. C'était même Ouais. avant le confinement. Tu vois, c'était genre en décembre 2019.
Du coup, je l'ai fait développer, ça a pris pas mal de temps et elle était prête pile au moment du confinement. Le problème, c'est que je la faisais à la base en mode paiement unique, tu vois. Genre, tu payes 6,99 et tu débloques l'app. Et en gros, tu as un niveau gratuit avec genre 100 questions et si tu payes 6,99, tu as 500 autres questions. Donc, tu as de quoi faire. Et au final, ça marchait bien comme ça. Sauf que le fait de changer de modèle, enfin de changer de produit, le fait de mettre du en ligne, ça m'a généré des coûts supplémentaires et en fait, c'est des coûts que j'avais pas anticipés. Quand ça a explosé, ça a vraiment explosé. Genre en quelques jours, j'ai pris 20 000 ou 30 000 Ouais. téléchargements en 4-5 jours. Et quand ça a explosé, du coup, mes serveurs n'étaient pas prêts. Et au final, j'utilisais un espèce d'outil qui permet de jouer en réseau. Et cet outil-là, en fait, il scale en fonction du nombre de joueurs normal. Et en fait, ce scale-là m'a fait un peu mal. Je me suis pris je me suis pris un beau paiement dans la tronche. Et du coup, j'ai dû repenser mon modèle pour l'aligner avec quelque chose de récurrent. Parce qu'au final, moi, mes coûts de Ouais. serveur, ils étaient récurrents. Alors que mon business model Ouais. était basé sur un one-time purchase. Donc, c'est sûr qu'au fil du temps, j'allais perdre de l'argent. Donc, j'ai dû réévaluer. Et maintenant, c'est un paiement mensuel. Sauf que c'est là où ça devient intéressant. Enfin, j'ai fait ces changements, ces modifications-là. Et entre-temps, il y a Apple qui s'est réveillé de bon matin et qui s'est dit, bon, bah ok, maintenant, aujourd'hui, on va virer toutes les apps qui parlent d'alcool. Donc, toutes les apps qui parlent, genre Piccolo, etc., toutes ces apps-là, ça dégage. Donc, j'ai dû reprendre tout à zéro et virer toute relation avec l'alcool pour le faire vraiment le plus smooth possible et que ça passe. Ça a réussi à passer, mais ça a pris beaucoup de temps, surtout que quand tu es au Japon et en fait Apple aux États-Unis, tu es vraiment sur deux fuseaux horaires différents. Et quand tu veux appeler l'équipe d'Apple, c'est un enfer parce que quand il se lève, je me couche. Enfin, quand il part du taf, je me couche. C'est vraiment, D'accord. Ouais. Ah, c'est t'as pas hyper juste dur. géré par les tickets du support. T'as vraiment dû les avoir au téléphone. Ah non, non. Ouais, 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 j'ai vraiment dû les avoir au téléphone et c'est vraiment galère parce que autant c'est l'avantage et le désavantage quand tu fais une app sur l'App Store, c'est que l'App Store d'iOS est vraiment bien fait. T'as pas trop de concurrence parce que ça demande un investissement un peu plus grand. Tu dois payer 100 euros par an. Donc c'est quand même plus d'investissement alors que le Google Play Store, c'est un peu plus une Clairement. poubelle, mais il t'embête beaucoup. Ouais, en vrai, quand tu regardes dans les profondeurs un peu quand tu passes les deux, trois premières pages, c'est vraiment une poubelle. Mais le fait est qu'au final, ça va beaucoup plus vite de mettre une app sur le Google Play Store que sur l'App Store, parce Bah, qu'ils sont hyper il y a pointus, tu pas de vois. review manuel quoi sur le Google Play Store. Par contre, Apple, je me suis fait refuser Ouais. tellement de fois mes apps pour des trucs. Le bouton est pas assez gros, on ne peut pas cliquer dessus. Ah, mais Quoi? ouais, mais c'est dingue. Et les mecs, ils passent leur temps à dire non, quoi. Ouais, C'est des ouais, banquiers, c'est un truc de ouf. c'est choquant, choquant. Mais du coup, ok, le business model était pas ouf au début. Tu l'as amélioré, t'as galéré à enlever les relations avec tout ce qui était alcool. Je savais pas qu'ils avaient tout supprimé, mais c'est des ouf. J'ai Bah, un en pote fait, qui a ils ont perdu pas, l'application de. ils ont pas tout supprimé. Ah ouais? Ah, mais ils t'ont demandé de changer du coup. Ouais, en gros, ils ont menacé. Ils ont menacé toutes les apps un peu alcool. Je sais pas, tu vois, si c'est vraiment tout le monde ou s'il y en a qui sont passés dans les mailles du filet, mais toutes celles qui avaient un truc, genre, je sais pas, j'avais un bouton où il y avait écrit c'est parti, tu vois, avec une pinte de bière, et ils m'ont refait faire un build pour ça, quoi. Oh là là. Tu Ouais. vois, ouais, non, mais c'est ça, quoi. Du coup, l'exemple que je voulais Et te donner, c'est ouais, j'ai un ami qui a une, un vapo, ouais, c'est ça, tu sais, pour faire de la fumée, là, pour éviter de ouais, fumer des clopes. Et il y a une ouais. application qui va avec, et l'application, elle s'est fait enlever du store. Le mec, il peut plus l'utiliser, le Bah, non, produit, mais tu vois, c'est un truc de ouf. il a 100 euros. C'est ouf. Ah, mais c'est Mm. super dur, hein. Et pareil, ils updatent hyper souvent. Là, ils ont emmerdé pas mal de gens avec l'intégration de Login with Apple. T'étais obligé de la mettre. T'étais obligé de la mettre en Ouais. première option. Enfin, tu vois, genre, ils abusent un peu sur certains points. Après, bon, bah, c'est vrai que, tu vois, tu peux aller en haut des charts plus vite sur les App Store que sur le Google Play Store, où c'est vraiment dans la logique Google, tu vois. C'est du SEO, c'est beaucoup de travail, ça met beaucoup plus de temps à monter.
Après, ton reach, évidemment, sur le Play Store sera plus intéressant sur le long terme parce qu'il y a plus de monde sur le Play Store. Mais la qualité des gens, et surtout quand tu vends des produits, des in-app purchase, j'aurais tendance à dire que c'est plus intéressant sur l'App Store parce que c'est des gens qui ont plus les moyens, tout simplement, de dépenser que sur le Play Store. Non, Je mais parle en clairement, général. Parce que si tu regardes la j'ai grosse jamais fait un masse, achat in-app, je c'est... crois, enfin, en tant que créateur d'application, j'ai jamais fait de gens qui payent pour mes achats in-app sur le Google Play Store. Par contre, sur Apple, oui, presque tous, j'ai l'impression. Ouais, Mhm. ouais, c'est dingue, hein. Oui, je pense que c'est ça. C'est juste que c'est des gens qui ont peut-être plus les moyens parce que les iPhones coûtent plus cher et voilà. Oui, 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 clairement. Il y a quelque chose de lié à ça. Il y a aussi le fait que je pense sur Google, tu as plus facilement moyen de pirater des apps aussi. Du coup, tu as plus facilement tendance à trouver des alternatives à pas Ouais, payer. Alors qu'Apple, ben, ça fait un moment que le seul moyen d'arriver à tes fins, c'est payer. Donc, tu es habitué un peu aussi. c'est de payer, ouais. Et ça aussi, c'est pareil, les commissions d'Apple qui sont assez sympas. Il y a je sais pas combien d'histoires où il y a des gens qui se plaignaient de la commission d'Apple alors que Ouais, je crois que c'était je Hey, l'avais c'était en un tête. truc de messagerie, ouais, voilà. Ouais, qui avait des petits soucis avec Apple et voilà quoi, mais ils changeront pas parce que Ouais, ils ont pas il besoin. s'en branle le coquillard d'une force. Ouais, Ah, du complet. coup, j'ai deux, trois questions par rapport au développement de l'app. C'était quoi ton coût à peu près autour de ça? Parce qu'on parlait des jeux tout à l'heure où c'était de 2000 à 20 000 euros, mais en général, les Ouais, applications, ça ouate un peu plus, non? ça monte. Ouais, bah j'ai fait. Alors ça, tu vois, dans les trucs que j'ai ratés, parce que j'ai raté quelques trucs aussi. Ça, je pense que je le referai pas ou je le referai différemment. J'étais vraiment dans ma logique, tu vois, solo de A à Z et j'ai essayé de trouver des freelancers mais en offshore. Et du coup, bah, offshore, la qualité est un peu moins au rendez-vous. Et du coup, j'ai trouvé une équipe donc, qui était pas mal, franchement, ils ont fait du bon taf. Mais le truc, c'est que c'était hyper long, quoi. Genre vraiment hyper long. Et pour tout te dire, j'ai pas payé très cher. Au final, j'ai dû payer genre 2500 pour les deux. Donc tu vois, c'est C'est quoi? relativement C'est honnête. Ukraine ou Inde? Euh, Inde, ouais. non, c'est Inde. Inde. Ouais, Inde parce que au final, mais tu sais que c'est même pas forcément une question juste de prix, c'est aussi une question genre de disponibilité rapide d'une personne. Parce que, enfin, évidemment, quand j'exclus les Maltes, etc., parce que ça, j'avais pas les moyens. Mais tu vois, genre sur Fiverr, les mecs, tu les appelles, tu les contactes, ou sur Upwork, ils sont direct chauds, ils sont direct dispo. Ah T'as bah oui. pas à attendre. Et au final, enfin, c'est un avantage qui est aussi un inconvénient parce que bah, ils ont envie vite de commencer et pour ensuite te mettre la grappin dessus et aller à deux à l'heure. Mais d'un autre côté, c'est quand même assez positif parce que ils sont dispo tout de suite, quoi. Ils sont chauds, ils se posent pas de questions et tu le payes, ils font quoi. Ouais, ouais. Bah après, ça dépend les contacts que tu as. Moi, pour le coup, dans la boîte où je bosse, où je suis CTO, on fait développer en Inde une partie de bah, presque tout maintenant. Et en fait, ça se passe bien parce qu'on avait des contacts là-bas et que le CEO de la boîte, il a sa femme qui est indienne, donc il connaissait des gens là-bas. Donc on est tombé sur des bonnes personnes. En fait, au final, il n'y a pas que des gens qui veulent te faire poireauter dans ces pays-là. Moi, c'était... Non, non, bien sûr. Non, bien sûr. C'est juste que, Ouais, enfin, perso, mon expérience, ça s'est passé comme ça. Après, je suis pas allé chercher, enfin, je suis pas allé chercher très loin parce que j'avais pas forcément de contact là-bas, etc. Mais voilà, je suis allé sur ce que feraient 99% des gens. Je suis allé sur Fiverr Upwork. J'ai trouvé la bonne équipe qui me faisait ça pour pas trop cher. Et au final, en vrai, j'avoue, je suis un peu mauvaise langue. Ils étaient quand même pas mal parce que je leur demandais des trucs assez chauds. Et ils ont tout fait sans sourciller, donc ouais. donc c'était assez cool. Oui, de ce que je vois quand même, si tu arrives à la monétiser, si ils ont adapté le modèle pour de l'abonnement maintenant, enfin ouais, il y a eu du taf quand même. Donc, euh, donc, Ouais, ouais, non, il y a du taf. ok. Et Franchement, ça a été bien. tu peux en parler un peu du MRR de cette application-là, pour avoir un ordre d'idée. Ouais, ouais, bah alors en gros, ça a été vachement fluctuant.
J'ai eu ensuite un bug. Enfin, en gros, j'ai fait pas mal de fric sur l'application quand ça a été, quand ça a été du coup lancé en mode juste en one-time payment. Là, j'ai fait quelque chose comme 3 000 € Ouais. hors commission Apple. Donc, tu retires 30% et au final, un peu plus même Aussi, il que y a le taux de 30%. change aussi, Et au final, bah, tu te retrouves avec qui met bien. c'est ça, il y a le taux de change, il y a, il y a la TVA aussi, parce que moi, vu que je suis pas enfin, je suis pas imposable entre guillemets sur la TVA, ben, du coup, ils se la gardent pour eux. Donc, ça fait qu'au final, à la fin, il te reste plus genre Ouais. 60% que 70%. Et après, j'ai eu un bug, et ça, au final, c'est à moitié. Enfin, tu vois, quand je te disais les mauvais côtés de cette expérience, c'est que j'ai eu un bug sur les paiements d'app en fait sur quand il y a eu Ouais. l'abonnement, quand j'ai fait le shift. Il y a eu un petit souci au niveau des abonnements où en fait genre tous ceux qui avaient un iPhone supérieur à la génération iPhone 10, ça passait pas, genre il y avait pas de trigger, etc. Et pendant hyper longtemps, j'ai galéré avec Apple, qui me disait que ça venait. Enfin, il y avait un problème dans le build. Et en fait, vu que cette app a été faite sur Unity, ça venait d'un problème avec Unity. Donc, on a mis du temps à trouver ce que c'était. Et au final, j'ai perdu pas mal de. C'était vraiment au momentum où je Ouais. shiftais de l'abonnement, enfin du one-time payment à l'abonnement. Et j'ai perdu pas mal d'argent à ce moment-là parce que enfin, il y avait pas mal de gens qui étaient prêts à payer, mais qui ne pouvaient pas. Surtout ceux qui ont les derniers iPhones, bah, en Ouais. général, c'est les plus enclins à payer. Si tu fais si tu suis la même logique. Et après, bah, c'est un peu redescendu là depuis la fin du confinement. C'est quelque chose comme, je sais pas, quelques centaines d'euros par mois, un truc comme ça. Donc Ouais. ça a quand même bien redescendu. Mais après, bon bah voilà, Moi à la base, c'est ça qu'au final que j'ai en tiré de tout ça, c'est que j'étais juste là pour prendre des emails. Après, il s'est passé ce qui s'est passé. Il y a eu une grosse montée à un moment donné, qui m'a un peu même submergé. Et au final, j'ai payé le fait de vouloir la jouer cheap au début par un manque de réactivité au moment opportun, tu vois. Et ça, c'est une des leçons que tu apprends dans ta vie d'entrepreneur, c'est que parfois, bah, faut savoir payer le prix. Et même quand tu bootstrap, moi, j'adore la philosophie du bootstrap parce que je pense que si tu bootstrap des projets comme ça de indie maker, quand tu as une boîte, bah, tu sais gérer l'argent. Et c'est évidemment une des clés. Enfin, quand tu as une startup, tu sais gérer l'argent et c'est une des clés. Le problème, c'est que bah, c'est ce que j'ai appris. Bootstrap, ça veut pas dire faire le radin sur toute la ligne et savoir Ouais, c'est aligner quand ça. il faut Il aligner, quoi. faut, en fait, c'est bien répartir tes billes, quoi, parce que effectivement, si tu permets pas à ton app de Ouais, grossir ou si tu l'as permis alors qu'en fait ça va te coûter énormément, c'est un problème, quoi. C'est c'est rigolo que tu parles ouais, de ça. c'est ça. Finalement, ça m'est arrivé à moi aussi parce que c'est un des projets que j'ai, c'est LinkedIn Stat, donc qui permet de récupérer l'analytics de toutes tes données sur LinkedIn. Ouais, j'avais Et vu. c'est super, il y a plein de gens qui kiffent, J'avais il y a regardé. plein de gens qui l'installent. Et en fait, à chaque fois que j'ai un mec qui l'installe, au début, ça me coûtait genre 3 euros par utilisateur par mois en plus. Ça scalait super bien, hein. Mais par contre, pour un mec qui vient, Ah ouais. qui te donne pas d'argent Ouais. parce que j'arrivais pas à convertir et qui te coûte 3 euros par mois, ça va vite. Je suis vite monté à du 200 Ouais, balles, c'est je crois, clair. le premier mois. Je fais, aïe, aïe. Ah ouais. Ouais, ouais. Ah ouais, ça Ouais, pique. c'est ça. Puis surtout avec aucun retour, quoi. Genre, c'était gratuit, je donnais de l'argent à des gens, quoi, et à Google. Donc ouais, je comprends Ouais. bien cette problématique-là et c'est compliqué, même pour les utilisateurs. Tu vois, je voulais avoir un plan freemium et en fait, même le freemium, comme je fais du scrapping, ça coûte super cher. Du coup, c'est bidon le plan que tu mets en freemium. Enfin, c'est genre, je récupère tes données une fois par semaine, quoi. Si je veux que ça me coûte moins Bah ouais. d'1 euro par mois, je crois que c'était ça. Fallait que je le mette 20 centimes par mois par utilisateur, c'était genre ça, quoi. Mais c'est super cher déjà, 20 centimes par utilisateur, quoi. Ouais. Donc, C'est clair. ouais, ouais. Je C'est ça. comprends bien cette problématique et je suis tombé en plein dedans. Je pense qu'il y a plein de makers qui ont ce truc-là. Ah, ah, c'est clair. Ouais. Du coup, Vrai pour problème. revenir un peu à notre trame, il y a un truc que j'aimerais savoir, c'est tu vis de quel projet actuellement? C'est Bah,
Là, ma vache à lait, si on peut dire, c'est Bayana Club. En gros, vu que j'ai toujours ce problème de BFR positif, je me mets un peu d'argent tous les mois pour vivre. Et après, le reste, ça va dans le remboursement des stocks. Donc, tu vois, je rembourse les stocks que j'ai. Et je continue comme ça. Les apps, pareil, ça rembourse jusqu'à ce que j'arrive au break. Enfin, là, je suis arrivé au break-even, mais j'ai refait des modifications sur l'app, du coup, pas Ouais, vraiment, entre guillemets. Et au final, bah voilà, c'est comme ça, je me verse de quoi vivre et le reste, je le réinvestis. Là, je vais arrêter pendant un moment, enfin, pour les jeux, parce que bon, j'en ai déjà pas mal. Et au final, c'est ça qui me manquait un peu euh, pour, euh, pour tout lancer, parce que en fait, le problème dans le jeu, c'est que tu as deux stratégies. Soit tu la joues bourrin sur un jeu et tu mises tout sur un jeu, soit tu fais comme ce que j'ai fait et tu la joues sur plusieurs jeux différents. Le problème quand tu joues sur plusieurs jeux, c'est que bah, tu es obligé de disperser tes efforts et notamment tout ce qui est promotion, etc. Tu es obligé de le ouais, disperser sur plusieurs jeux. Donc, en fait, ça dépend ce que tu vises. Si tu vises vraiment de bourriner là-dessus, d'en faire ton projet principal, etc., bah, tu mets ce qu'il faut et tu bombardes en termes de ads, en termes enfin, ouais, de pub, etc. Ou tu la joues comme moi, et moi, je la joue plutôt en mode, je le fais grandir plus lentement, plus organiquement, mais je le fais grandir quand même. J'ai plus adopté des stratégies, donc j'ai fait pas mal de SEO. Le truc des apps, c'était aussi dans l'idée d'avoir une croissance un peu organique parce que même si ça me rapporte pas d'argent, j'ai quand même des centaines et des centaines d'inscrits par jour. Donc tous les jours, j'ai des nouveaux emails. Et du coup, ça, c'est hyper important parce que comme ça, je peux les réutiliser. Et au-delà de ça, le fait d'avoir, au final, ça fait quand même un an, un peu plus d'un an que j'ai lancé ce projet et j'ai jamais eu les jeux que j'ai créés. En fait, à chaque fois que j'ai une idée de jeu, tu vois, ça met genre 8 mois ouais, pour le jeu enfin, avant que le jeu arrive au final. Enfin, là, en l'occurrence, là, ça a mis 8 mois parce qu'avec le Covid, ça a tout fait foirer. Mais sinon, ça met beaucoup moins de temps, ça met genre un mois et demi, 2 mois. Mais du coup, au final, ouais, j'ai jamais eu ce que je voulais avoir, c'est-à-dire plusieurs jeux pour faire des bundles, pour un peu plus diguer la vente sur Amazon en essayant d'augmenter le panier moyen, parce que le problème d'Amazon, c'est que c'est du produit unique, c'est difficile de faire des bundles. Et au final, tu vois, genre quand tu fais de la pub pour un produit Amazon, bah, tu vas envoyer ta pub vers le produit Amazon et les gens, soit si t'es chanceux, ils vont acheter ton produit, sinon ils vont se barrer. Et même pire, si t'as vraiment pas de chance, ils vont acheter des jeux concurrents parce que Amazon laisse la possibilité de faire des pubs sur tes concurrents. sur tes produits des Et concurrents, du ouais, coup, tes ouais, concurrents de faire des pubs sur le tien. Ouais. Et d'ailleurs, c'est une très bonne analyse pour tous ceux qui veulent se lancer sur Amazon. C'est qu'Amazon, ils ont vraiment tout compris au marché. C'est-à-dire enfin, ils te font payer pour qu'ils gèrent ton produit, ils te font payer pour amener du trafic et ils te font payer pour que tu sois plus visible sur leur plateforme. Donc en fait, ils te font payer pour tout. Et au final, tes revenus, ils sont assez diminués par rapport à l'idée de ce que tu fais. Et j'ai pas mal de potes qui me disaient, ah ouais, mais du coup, si tu vends genre 100 jeux, 500 euros, c'est génial. Bah non, mec, je me fais pas du tout 2500 euros parce que quand tu retires le coût du jeu, quand tu retires le coût de la pub sur Amazon, tu es obligé d'en faire, hein, sinon c'est difficile d'être visible sur la plateforme. ouais. Quand tu retires le coût du traitement de Amazon, les remboursements, etc., bah, au final, enfin, c'est difficile avec un panier moyen aussi bas. Et tu vois, c'est pas un truc sur lequel tu peux leverager comme, je sais pas, comme des produits qui peuvent se vendre beaucoup plus cher. Tu vois, une montre, par exemple, ça coûte pas forcément plus cher à produire qu'un jeu. Mais dans la tête des gens, tu peux vendre une montre 60 euros alors qu'un jeu de société, ça coûtera jamais 60 euros, tu vois. Et ça, c'est un des problèmes de ce marché-là que tu peux corriger soit en bombardant de pubs, soit en faisant comme ce que j'ai fait, c'est-à-dire en Faut misant sur faire des plusieurs jeux. jeux qui ont des apps liées ou dans les apps, il y a des achats in-app. C'est ça, mais c'est ça, hein, moi, l'idée de l'app, c'était vraiment d'avoir une continuité entre les deux jeux et tu vois, que les deux se renforcent mutuellement parce que les deux, c'est pas le même Ouais, public. Genre, les jeux de société, c'est plutôt des gens qui vont acheter des jeux pour offrir. Et d'ailleurs, ça se voit parce que les pics de vente, genre vers Noël. Et les apps, c'est plus pour une consommation perso. Et du coup, les deux, c'est deux publics totalement différents. Créer cette passerelle-là entre le digital et le physique, c'est assez cool au final. ouais, ouais, bah ouais, mais
ça peut être peut-être un canal qui pourra te faire augmenter ton panier moyen à terme, quoi. Bah ouais, c'est ce que j'essaye de faire. Pareil, tu vois, genre là, par exemple, j'avais tenté pendant un moment de faire de la vente en propre. J'ai pas mal poussé la vente en propre, ça a pas mal marché. En propre, Et un c'est sur des ton arguments de site, vente que c'est j'avais ça? fait, ouais, sur mon site. Et en fait, Amazon, quand tu as des ventes sur ton site, ils te permettent de envoyer depuis le stock Amazon une livraison d'un site externe. Putain, Tu as ils même sont un trop forts. plugin sur Shopify qui te fait ça direct. Ouais, ils sont trop forts. Et au final, c'est là où ils sont vraiment hyper forts, c'est que la livraison, même en site externe comme ça, elle te coûte moins cher que la poste. Genre la poste, si par exemple tu commences et que t'as pas de compte pro la poste, et juste que veux faire des envois comme ça pour tester, et ben ça coûte moins cher de le faire via Amazon que via la poste. Putain. Ça, je trouve ça ouf, quoi. Mais c'est leur stratégie pour niquer tous les business. À chaque fois, ils se positionnent moins cher que tout et du coup, ils ramassent tout, quoi. C'est, Bah ouais. Et surtout, ils ont tellement de trafic que j'ai essayé, tu vois, par exemple, j'ai essayé de me mettre sur Cdiscount, sur eBay. Je pense que, genre, Cdiscount, à Noël, j'ai dû faire 12 ventes ouais, à Noël. Alors que Amazon, j'ai fait fois 50, 100, 200, 300. Je sais pas, mais ouais, ça n'a rien à voir, quoi. vraiment, tu comprends pourquoi ils sont là, quoi. Ok, ben on va pouvoir un peu reprendre mes questions de ma trame, parce on n'arrive pas loin de la fin de l'épisode, à peu près ce qu'on essaye de garder. Du coup, on a parlé Yes. un petit peu de ton MRR, on a parlé des trucs que tu as fail un petit peu. J'aimerais savoir un peu, c'est quoi tes objectifs là avec tes projets actuellement? Tu veux que ça aille où? Ah, bah, en gros, là, c'est ce que je te disais un peu sur. J'en ai pas encore parlé, je vais t'en parler là. En gros, j'ai récemment switché un peu mon équilibrage sur mes projets. Vu que de toute façon, que je sois hyper impliqué dessus ou pas, Bayana Club, ça marchera toujours pas mal, ça marchera toujours bien. Là, je suis encore en attente des jeux, donc tu vois, quand tu es dans Oui, l'attente, bah, t'es focus sur ce qu'il y a, mais au final, genre, la quasi-majorité, et je pense que c'est la vérité pour tous les jeux de société hors vente magasin, vient d'Amazon. Et tu vois que je fais des ads sur Amazon, je les check tous les jours, etc. Je bombarde sur Amazon, tu regardes, tu tapes jeu de soirée, je suis premier à tous les coups. Le problème, c'est que, oh, à part ça, tu vois, si tu check, enfin, si t'essayes d'autres trucs, tu vois, la vente en propre, j'ai essayé, ça a bien marché, mais c'est pas non plus hyper efficace et ça demande beaucoup de temps. Et du coup, j'ai rééquilibré et je suis parti sur un truc un peu plus différent qui revient à mes passions que j'avais depuis longtemps, et notamment le no-code. Alors à l'époque, c'était pas aussi trendy que ça, mais maintenant, mais enfin, j'avais fait ma première app en no-code, je crois en 2014. J'avais fait ça pour une campagne BDE avec un outil qui s'appelait Good Barber et j'avais adoré faire ça. Mais vraiment, j'avais adoré. C'était le centre aéré, quoi. Je kiffais ça. Et au final, j'ai repris un peu ce truc-là. Je me suis réintéressé au no-code et pour me former bah, tous les outils, que ce soit Bubble, Adalo, Glide, enfin tous les outils no-code. Maintenant, je les maîtrise tous. Et du coup, je repasse sur un projet. Et là, je suis en train de créer un projet qui va être assez cool, je pense, où je vais essayer de mixer une partie freelance qui me manque un peu, tu vois, d'avoir. C'est bizarre à dire, hein, parce que normalement, les mecs qui sont des indie makers, c'est parce qu'ils fuient un peu tout ce qui est le salariat, évidemment, mais même la position de freelance qui offre plus de liberté que le salariat, mais c'est pas encore assez pour eux. Moi, j'ai envie de revenir un peu au freelancing parce que je trouve que c'est cool d'avoir un contact avec le client. Et au final, tu vois, quand tu vends des jeux de société, tu n'as pas ce contact avec le client, surtout quand tu ouais, es sur Amazon. Le seul contact que tu as avec les clients, c'est quand tu as des emails de gamins de 12 ans qui te disent qu'il y a des bugs sur ton app. Mais sinon, tu vois, t'as pas vraiment de retour client. Tu as une petite communauté, tu vois, mais c'est pas, ça va jamais être aussi fort que un véritable problème profond que tu résous. Et c'est ce que j'avais envie de retrouver. Du coup, là, je suis en train de passer expert sur Adalo, qui est un outil de no-code du coup pour faire des apps. Et en gros, l'idée, c'est ça veut de dire quoi mixer un passer peu expert? une partie de T'as une freelancing. vraie certification ou? En gros,
En gros, tu vois, ils ont un site qui c'est adalo.com /expert. Et en gros, tu checks sur le site et ils ont genre des profils de gens qui sont experts Adalo. Et du coup, pour devenir expert, tu es obligé de passer quelques entretiens et soumettre quelques templates. Et en gros, là, ce vers quoi je m'oriente, c'est ça. Et à côté, pour avoir un peu un produit, toujours un produit à vendre, je suis en train de faire toute une gamme de templates préfaites sur Adalo. Donc, c'est comme des templates de sites web ou d'idées d'app qui seront déjà faites et que je vais vendre. Parce que maintenant, tu as la possibilité de cloner des apps. Donc, je suis en train de bosser sur plusieurs clones, tu vois, genre des trucs un peu typiques, genre Airbnb, tu vois, Ouais. des clones un peu comme ça. Et ça va me prendre une petite partie de mon temps. Mais c'est assez cool parce que tu peux avoir un reach un peu plus international et étant donné que les apps, que ce soit en français ou en anglais, ça marche. Et surtout, tu as une communauté très forte en no-code. Les gens commencent à avoir le sentiment que le no-code, c'est quelque chose de grand, qui va grossir et qui a beaucoup d'avantages, notamment le fait d'aller plus vite. Tu as aussi enfin, tu vois, au final, moi, tous les problèmes que j'avais eus avec mes développements, je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas fait ça en no-code? Ça aurait été tellement plus simple. Et voilà, et tout ça, vraiment, tu réponds à un vrai besoin de vitesse d'exécution. Et pour des gens qui sont non dev, le no-code, c'est hyper cool parce qu'ils peuvent comprendre le produit que tu leur montres et ce que tu es en train de faire avec leur produit, alors que les gens qui sont pas familiers avec Ah le bah ouais. code, c'est toujours difficile, tu vois. Faut que tu sois un minimum technique, sinon t'es foutu. Et voilà, donc c'est pour ça, c'est vers ça que je me réoriente. Et tout en gardant évidemment Bayana, mais j'avais besoin un peu de changer. Et surtout, tu vois, Bayana, c'était un truc cool et qui m'a fait kiffer et qui me fait kiffer toujours. Et surtout, je vais continuer à sortir des jeux. Mais tu vois, juste moi, ce qui me faisait kiffer, c'est la création et le management au quotidien. Tu vois, genre, c'est pas forcément ce qui me fait le plus kiffer. Et surtout, j'ai un profil qui est plutôt digital plus que Ouais. physique. Et ce profil digital, je l'avais un peu renié, tu vois, en faisant des jeux. Tu vois, les gens, quand je leur disais que je faisais des jeux, et j'ai toujours été un peu le geek des outils, tu vois, le mec qui savait tout. Et quand je leur disais que j'allais faire des jeux, ils me disaient, ah bon, tu vas faire des jeux, des jeux physiques, des jeux de société? Et ils comprenaient pas trop. Et même si j'ai adoré faire ça, parce que c'est cool, ça fait appel à ta créativité et tout, d'imaginer les cartes, machin. Mais au final, c'est quand même cool de retourner à un truc plus digital et qui est plus dans ce que je sais Oui, faire, oui, quoi. je comprends bien le point. De toute façon, c'est un truc qui revient beaucoup chez les indies, c'est que c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est la liberté d'être diversifié en fait et de pas être focus sur qu'un seul truc. T'as plusieurs sujets qui t'amusent, bah tu bosses dessus quoi. Tu vois, moi je suis CTO parce que bah ça m'amuse bien de faire ça et d'être associé dans une boîte et une startup qui essaye de pas lever, tu vois, donc on essaye de rester indie quand même. Mais en même temps, bah, j'ai le podcast, j'ai aussi LinkedIn Stat, j'ai aussi l'application de CrossFit, tu vois. C'est vraiment ce truc qui me plaît dans l'indie. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il y a des projets que tu as, qu'on n'a pas encore parlé, donc j'aimerais qu'on les aborde ensemble. Alors, bah, projet, bah, il y avait ce projet-là, là, de Ouais, lead. Et il y a aussi, enfin, après, que j'essaye de développer à travers LinkedIn. Donc, beaucoup, je fais pas mal de posts. J'ai créé une boîte à outils parce qu'il y avait pas mal de gens qui me demandaient, genre, qu'est-ce qu'il me faut pour faire ça, pour gérer mes tâches, machin, etc. Et franchement, j'avais toujours des messages et je répondais parce que ça me faisait kiffer, tu vois. Genre, ouais, j'aime bien aider les gens à trouver les bons outils, etc. Mais au final, je me suis dit, bon, t'as besoin d'apprendre le no-code, j'avais besoin d'apprendre Webflow. Du coup, je me suis dit, je vais faire un site. Et au final, j'ai fait un site qui a bien marché sur Product Hunt, qui était arrivé genre cinquième, ouais, cinquième du jour, qui a vraiment bien marché. J'ai eu pas mal de retours avec ça. Et ça m'a un peu poussé vers du coup, tout ce truc de marque personnelle. J'ai renommé mon podcast aussi, pour qu'il soit un peu plus en accord avec ce que j'ai envie de faire maintenant. Et surtout, j'ai créé une newsletter aussi où je partage des outils. Newsletter qui a plutôt bien pris aussi. J'ai 1300 abonnés à date. Donc c'est plutôt cool. Je la fais en français, en anglais. C'est plutôt cool. Je parle d'outils, trucs qui me font kiffer. Et ça, c'est pareil. C'est des petits sides, mais
mais qui tout combiné fait un truc, un mélange qui est pas forcément hyper clair. Je pense si tu connais, enfin si t'es pas dans ma tête, mais dans ma tête c'est assez clair. Euh, du coup, tu fais une newsletter en français et en anglais. Ça se passe comment quand les gens s'inscrivent, ils choisissent la langue? Bah, en gros, tu as un site français et un site anglais. Ok. Et du coup, bah, en fonction de là où ils prennent, il y a quelques-uns qui se trompent et qui s'inscrivent sur la liste anglaise, mais ils m'envoient un email en me disant elle n'est pas en français et je les change. Mais voilà, ça marche plutôt bien, c'est assez cool. Pour l'instant, je me mets pas de stress vu que pour moi, c'est vraiment juste du kiff. Mais je trouverais bien un moyen de monétiser tout ça, un de ces quatre. C'est Bah déjà, enfin, ta newsletter, c'est ton site, c'est Théotools, c'est ça? ouais, c'est ça. Je le mettrai Theo.tools. dans la description. Merci, c'est cool. Et ouais, et du coup, tu vois, vu que c'est des gens qui quand même sont intéressés par le triptyque, et c'est vraiment autour de ça que j'ai envie entre ça que j'ai envie de me mettre, c'est entrepreneuriat et plutôt genre soloprenariat, enfin indie maker, tout cette philosophie-là, vraiment de faire des trucs tout seul, pas start-up, avec productivité et no-code, c'est les trois thèmes qui me font vraiment kiffer, et c'est ce que j'essaye de faire passer dans cette newsletter. Et au final, tu vois, tout se rejoint parce que même les templates que je fais en no-code, bah, je les enverrai sans doute à un public assez averti qui a peut-être besoin ou envie de faire des trucs un peu dans ce style-là. Donc, tout va se rejoindre à un moment. C'est juste que là, j'ai commencé plusieurs pierres et Ouais. on va voir celles qui vont se rejoindre, quoi. C'est un peu ce que tu fais aussi dans le podcast finalement. C'est la continuité de la newsletter, c'est un petit peu. Ouais, ouais, c'est ça. En gros, le podcast, à la base, c'était vraiment genre pour raconter mon quotidien au Japon, parce que je pense que c'est hyper intéressant de partager tout ce qui t'arrive au jour le jour. Je pense que ça peut servir s'il y a des gens qui sont étudiants ou trucs comme ça, qui ont besoin, enfin, qui ont envie de se lancer. Moi, je sais que ça m'avait beaucoup aidé. J'avais écouté des podcasts qui m'ont donné envie de faire ça, notamment Nomade Digital avec Stan Leloup et Paul. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui l'ont écouté. Et ce podcast-là m'a vraiment donné envie. Et du coup, je me suis dit, bah, je pourrais partager aussi mon truc au Japon, qui n'est pas forcément une destination hyper trendy au niveau entrepreneuriat et nomadisme digital, mais qui est plein de ressources et qui t'apporte plein de bonnes idées. Et après, j'ai reswitché ça sur un truc un peu plus, pas technique, mais plus en lien avec ce que je faisais, c'est-à-dire no code, entrepreneuriat toujours et productivité. D'accord, oui. Eh bien, je le mettrai aussi dans la description, le podcast, parce que j'en ai écouté quelques épisodes et c'était cool. C'était cool, le feedback sur le Japon était assez intéressant. Puis, Ouais, bah, merci. ça fait toujours du bien d'entendre plus d'indie. Parce que Ouais, c'est c'est clair. un peu pour ça que je fais le podcast, c'est que je me dis, en fait, putain, mais ils sont où les indépendants français? Qu'est-ce qu'ils font? Et du coup, j'avais Ouais, envie surtout qu'il y en a plein. Ouais, il y en a plein, mais on est trop indépendants. Ouais, c'est ça. Beaucoup trop. Tu vois, dans la Il n'y communauté, a pas assez communautaire. ouais, le chantier, on était quoi quand je les ai rejoints? On était 120. Je me dis 120 en France quand tu vois les communautés d'indépendants anglaises où ils sont, je sais pas combien. On Ouais, pourrait au moins des être milliers 1000. et des Ouais, milliers. c'est ça. Ouais, j'ai dit on pourrait au moins Ouais. être 1000, ça, ça- sans déconner quoi. Et du coup, bah Bah, tu vois, dans cette logique-là, tu as quand même Je cherchais moi aussi des communautés comme ça, et je trouve que, à bien des égards, la communauté, elle se retrouve un peu. Enfin, c'est pas exactement la même chose, mais en général, les mecs qui font du no-code, ils sont la plupart du temps assez indépendants. Et tu as un peu cet état d'esprit aussi, donc je trouve ça assez cool. Et no-code, pour le coup, il y a quelques communautés en France qui sont assez cool, où il y a pas mal de gens qui débattent, donc c'est ah intéressant. stylé. Eh bien, ouais. Ok, mais c'est intéressant parce que le no-code, j'ai l'impression que c'est un peu comment dire, c'est un peu l'alternative à tous les gens qui savent pas coder, qui se disent putain, j'ai envie de faire des projets et ils ont pas les moyens du coup d'aller payer des mecs pour créer des projets du coup, parce que souvent tu as besoin de développeurs comme toi t'as fait, etc. Du coup, j'ai l'impression que c'est la voie royale pour tous les gens qui ont envie de créer. En fait, en fait, j'ai l'impression qu'ils sont plus efficaces finalement en passant par ça qu'un mec qui sait développer, tu vois. Souvent, on a le biais de ben, le mec se met pendant 6 mois dans sa cave à développer un truc useless, alors qu'en vrai, un développeur, il aurait pu faire du no-code aussi. Mais du coup, comme il est développeur, il est chauvin, il dit c'est son métier, du coup, il le fait. Tu vois
Ouais, et surtout aussi, après, tu as aussi un autre argument, c'est par exemple mon cas, j'ai fait une espèce de mini formation, le wagon, genre juste les bases des bases. C'était pas la vraie formation le wagon, mais juste un petit truc introductif. Et en fait, j'ai toujours aimé un peu les logiciels, j'adore ça, tu vois, tous les outils, etc. Et pourtant, le code, ça a jamais été mon truc parce que je suis pas un mec qui réfléchit en termes syntaxiques. Je suis plus vraiment quelqu'un de visuel. Et tu vois, toutes les interfaces visuelles, les webflows Ouais. et enfin tous les trucs no code, ça aide vachement les mecs comme moi à pouvoir créer des trucs, à bidouiller. Et au final, tu vois, c'est ça qui est aussi ouf, c'est que les gens ont l'impression que no code, ça va être facile, machin, mais en vrai, c'est tout autant galère, c'est juste une autre façon de galérer. Et c'est une façon qui est un peu plus adaptée à des mecs comme Oui, moi, oui, quoi. clairement, si tu as une vraie appétence pour quelque chose de visuel, coder, ça va te faire chier, hein. Ouais, c'est Mais clair. après, la complexité, parce que bah, c'est pas parce que c'est du glisser-déposer que ça va bien s'enchaîner. Souvent, ce que tu veux faire, bah, c'est complexe dans une application. Tu veux que les choses s'enchaînent comme il faut, et du coup, c'est complexe d'arriver à faire ça. J'ai vu d'ailleurs que récemment, il y a Airtable qui a sorti une feature qui permet de trigger des, ouais, Des des automatisations automatisations, ouais. quand un événement apparaît sur la base de données. Airtable, c'est un genre de Google Sheet plus, on va dire. Ouais. Amélioré. Et, Ouais, euh, c'est ça. et je suis super content qu'il y ait ça parce que ça va de plus en plus loin. Et pour plein de projets, même moi, j'ai l'impression que je vais pouvoir passer par du no-code au lieu de me faire chier à coder à chaque fois un truc parce que bah, c'est long, quoi. Ben ouais, et après, tu vois, le seul problème que j'ai en no-code, c'est que déjà en 2014, j'avais ce sentiment-là, c'est que t'as toujours envie de faire plus de trucs, tu vois. Et cette envie de faire plus de trucs, jusqu'à maintenant, et je pense que c'est pour ça que le no-code marche aussi bien, c'est que cette envie de faire plus de trucs a été limitée, soit parce que le logiciel, enfin l'outil fermait ses portes et du coup bah, tu étais obligé de faire avec, soit parce que tu pouvais mettre du code, mais bon bah voilà, du coup tu plugs du code, au final c'est plus tant no-code que ça. Mais là, ce qui est vraiment cool, c'est que depuis quelques années, elles arrivent à communiquer entre eux, toutes ces apps. Et tu vois, tu peux faire genre une app sur Adalo qui est pluguée avec Airtable. Là aujourd'hui, il y a Bubble qui a release l'intégration avec Airtable aussi. Et tu vois, tu peux faire des outils comme ça où tout se lie parfaitement bien. Et c'est ça qui est vraiment cool parce que là où il y avait une pièce manquante, bah, tu vas pouvoir ajouter un truc. Et c'est pour ça que pour moi, il n'est pas encore mature le no-code, mais vraiment on n'est pas loin, quoi. Ok, c'est intéressant comme point de vue. Dans ma boîte actuellement, on fait un outil pour, on va dire, les financiers ou tous les gens qui ont besoin de faire des Excel. Il y en a beaucoup. Et c'est vraiment chiant à faire du Excel. C'est clair. Et nous, on a pris le parti de se dire, ben, en fait, il n'y a aucun outil qui te permet de gérer un Excel en glisser-déposer, tu vois, comme le no-code, qui est bien parce que ben, quand tu fais des maths ou quand tu veux faire des formules de calcul, t'es facilement limité, surtout si tu veux merger des données entre elles ou quoi, tu vois, dans Airtable, le Ouais. problème. Et du coup, nous, on s'est dit, bah, au lieu de faire du no-code, comme tous les concurrents, finalement, qui font des systèmes de transformation de données, nous, on essaie d'avoir un point de vue low-code. Donc, tu vas coder, mais très peu et de manière très efficace, tu vois. Donc, l'idée, c'est de faire je sais pas si tu connais Jupyter, des notebooks. En gros, tu peux écrire du Python dans une Ouais. interface qui ressemble à Google Doc, sauf qu'à la place, Oui, oui. bah, tu écris du Python dedans. Et nous, l'idée, c'est que bah, tu écris quelques lignes de Python. En général, c'est très simple de transformer des données, surtout tableur, en Python. C'est genre le langage a été fait pour ça, limite. Et du coup, tu fais tes petites quelques lignes. Et Ouais. après, nous, on a rajouté des fonctions spéciales, des magic functions qu'on appelle, quoi, qui disent, bah, ça, tu veux que tous les jours, ça se mette à jour et que ça le remplisse dans une base de données Airtable, bah, appelle ce petit bout de code tout simple là qui dit récurrence tous les jours à 9 heures ça s'enregistre, ça dit c'est bon, ça tourne quoi. Ouais, mais c'est stylé. Et ça aussi, enfin, je pense que les trois sont liés, mais le code va devenir bah, de plus en plus approfondi et efficace. Le no-code, pareil. Et le low-code qui fait la barrière entre les deux, ça va être pareil aussi.
Donc c'est cool de voir tout ça qui fonctionne en même temps et tu sens que ça va de plus en plus loin, tu sens que tout est plus capable, tu peux faire beaucoup plus de trucs qu'il y a genre 3 4 ans et Ouais, ça ouais, c'est et puis vraiment en cool. plus, ce que je trouve intéressant là-dedans et qu'on a souvent comme feedback de nos clients, c'est que en fait, si tu dis à des développeurs, par exemple, de faire de la data, ça les fait vraiment chier parce qu'ils comprennent pas quelle est la destination de la donnée, pourquoi, c'est quoi les calculs. Enfin, souvent, tu sais, quand tu fais du Excel, tu fais des formules, tu te rends compte que c'est pas tout à fait ça, t'improves, etc. Et du coup, quand ce truc-là, tu voudrais l'automatiser, tu peux pas. Du coup, tu dis, bon, on va aller voir un développeur, il va le faire. Et du coup, il a pas ton chemin de pensée du mec qui fait la data, puisque c'est pas lui qui code. Et du coup, il se retrouve à être toujours en conflit, en mode, le développeur, il dit, putain, mais j'ai pas envie de faire ça. Et, et le mec de la data, il dit, ouais, mais j'ai besoin que tu le fasses. Et du coup, il se prenait grave la tête. Et quand on leur dit, en fait, le mec de la data, il va apprendre à coder un peu, mais pas pour faire des trucs ultra compliqués, du script, quoi. Il va pouvoir scripter ses problèmes et les automatiser. Et ils sont là. Ah ouais, génial. Et le développeur, il dit, putain, j'ai plus besoin de me faire chier à faire ça. Juste, je maintiens une application pour que lui, il le fasse. S'ils sont là, ils se regardent. Ah, on va pouvoir être potes, en fait. Et je trouve que c'est un peu ça, qui vient aussi avec le low code, c'est qu'en fait, ça fait des années qu'on fait coder des développeurs pour faire des landings à foison, pour lancer des produits ou tester des idées, alors qu'en vrai, il y a- c'est trop cher payé un développeur pour faire ça, et t'as plein Ouais, d'outils c'est qui clair. permettent de le faire plutôt simplement, et vraiment, il faudrait avoir des développeurs, et je pense que ça va être le cas de plus en plus avec ces outils qui se développent pour des problématiques qui n'ont pas été résolues encore, quoi. Si vraiment tu veux faire un truc que personne n'a fait, là, il faut un artisan qui va vraiment le construire pour toi, quoi. Mais sinon, tu peux utiliser les outils du commerce, tu vois. Ouais, non, mais c'est clair. Mais pour tous les trucs, genre Madame Michu qui veut vendre ses t-shirts sur. Enfin, tu vois, et elle peut faire une app en 10 secondes, elle peut faire une landing page en 5 secondes. Enfin, c'est vraiment c'est un gain de temps pour tous ces gens-là, quoi. Tous les gens qui ont vraiment enfin, qui avaient à l'époque des défaillances un peu techniques, bah, ils peuvent se mettre à la page. Et évidemment, s'ils ont envie d'aller faire du machine learning et d'aller diguer des trucs un peu plus techniques, bon, bah là, ils vont être limités. Mais il y a des mecs qui sont là pour ça, quoi. Ouais, ouais, mais je pense que ça force aussi le, comment dire, la succession des choses. En gros, je trouve que il y a 4 5 ans, quand les gens entreprenaient, direct, ils avaient l'idée en tête de faire le prochain Facebook. Tu sais, il y avait un gros trending sur ça. Je veux faire une startup, je veux lever des millions et être le prochain Facebook. Et du coup, les mecs avaient des ambitions gigantesques. Ils se mettaient à mettre à mort d'argent dans du développement qui servait à rien pour aller nulle part. Et maintenant, en fait, plus les alternatives se développent, je trouve, et plus les gens ils se disent, ok, je peux le faire moi-même. Ils se lancent et en fait, ils voient si leur idée elle est pourrie ou pas, et ils peuvent itérer dessus, tu vois, sans avoir des coûts gigantesques parce que la culture des gens change en fait sur ce truc-là, quoi. Ouais, ouais, totalement d'accord. Je parle de ça parce que j'ai monté un startup studio où je vendais des applications, des MVP qu'on appelle, donc un Ok. minimum, un produit minimum Ouais, Pet viable. Project. Ouais, et en fait, j'ai rencontré un max de gens, en fait, qui avaient des super idées, mais qui avaient pas d'argent pour les développer, mais qui voulaient développer un truc gigantesque, qui savaient pas si ça allait marcher, qui savaient pas si l'idée était bien, qui avaient rien testé, ils s'étaient allés voir aucun utilisateur. Et en fait, tu sais, enfin, c'est un truc normal. Les êtres humains se mentent, quoi, eux-mêmes. Genre, ah, j'ai une idée géniale, je vais devenir riche, et je serai dans les Bahamas avec ma piscine, tu vois. Et au final, en fait, j'en rencontrais à fond des mecs qui pensaient ça. Et en fait, quand je leur disais, en fait, tu veux pas essayer de faire un truc toi en low code ou peut-être avoir des tests déjà, faire une landing page et tout, le mec, il te dit, t'es un branleur, tu vois, t'as pas envie de bosser. Non, en fait, je me dis juste qu'il faudrait que tu testes ton idée avant d'aller plus loin, quoi. Tu vas me foutre de l'argent par-dessus la fenêtre, quoi. Et j'en ai eu à foison, ça m'a épuisé, Ouais, quoi. c'est clair. Je suis arrêté le startup studio à cause de ça, quoi. Ouais. Mais j'imagine même pas combien de startups sont mortes juste parce qu'elles avaient des soucis avec ça, quoi. Alors que pourtant, il y a des opportunités pour faire 100, il y a des opportunités pour faire plus vite, mais il y a des gens qui se mettent dans la tête que ça y est, tu crées une boîte, tu crées une startup, il faut un CTO, peu importe. Même si tu veux faire un site de e-commerce sur Shopify, Ouais. tu as besoin d'un CTO, quoi. Ouais, j'espère que ça devient de moins en moins le cas, en tout cas. Parce que
Ouais, C'était j'espère aussi. vraiment, moi, ça m'a fatigué, hein. Ça m'a fatigué. Et puis pour moi, j'avais vraiment envie que les projets ils marchent, tu vois. Et du coup, bah, c'était pas la bonne façon de faire, quoi. Et jusqu'à que je rencontre mes cofondateurs de Cacheterie, là où on essaie un peu plus de faire ça, bah, c'était difficile pour moi de trouver des projets qui faisaient ça. Puis, tu sais, t'as une position particulière, t'es développeur et tu dis, bah, il faut pas faire de développement. Le mec, il te dit quoi? Tu sors d'où, toi? Ouais. Mais du coup, comme autour de toi, il y a que des gens qui proposent le contraire, bah, il me disait, bah non, mais t'es chelou, on va pas bosser avec toi. Puis, et au final, tous ceux que j'ai vus, à qui j'ai dit, mais faut pas faire ça, essayez pas, ils ont arrêté. Ils ont tous arrêté. Ouais, bah, ouais, c'était Et sûr. c'est ouf. C'est ouf. Il y a un truc que je comprends pas d'ailleurs à ce propos, c'est que souvent, on a envie de faire une idée qui n'existe pas. Et si tu trouves un truc qui existe déjà, tu dis, putain, on va pas le faire. Tu vois, un peu comme ce que tu disais tout à l'heure avec les jeux, le mec, il y a un jeu qui existe déjà, il veut pas le vendre, du coup, il veut pas le distribuer. Mais enfin, Ouais. à moins qu'il y ait 6000 jeux qui soient pareils et que les gens en ont entendu trop parler, en général, quand même, les canaux de distribution sont suffisamment différents et les gens sont assez suffisamment différents pour pas être touchés par les mêmes produits et du coup en faire des différents. Et c'est pas grave en fait si tu as une idée de produit qui ressemble à un autre mais qu'il y a un truc particulier que toi il te manque dans ce produit, bah, tu peux toujours essayer de le faire et tu peux en faire un business. Tu vas peut-être pas gagner des milliards, mais peut-être 1000 euros par mois, 1500 € par mois, c'est déjà pas mal pour plein de gens. Bah, moi, je serais d'accord sur pas mal de marchés, mais sur cette niche spécifique, c'est un peu compliqué parce qu'il y a deux éléments. Le premier, c'est que en gros, tu as les places dans les gros magasins, genre Fnac, etc., qui sont hyper limitées parce que c'est vraiment un micro-segment. Déjà, la Fnac, tu vois, tu découpes la Fnac, le rayon jeu, c'est Ouais, genre vraiment, je sais pas, il y a 30 places, quoi. Et après, dans le rayon jeu de soirée, tu as genre 5 places. Et du coup, c'est super difficile de se faire une place là-dedans. Donc ça, c'est pour les grands magasins, on va dire. Et pour les petits magasins indépendants, c'est plus difficile parce que genre toutes les petites boutiques qu'on pignon sur rue, en général, elles sont pas trop jeux de soirée. Limite, elles considèrent pas les jeux de soirée comme des vrais jeux de société parce que les mecs, pour eux, jeux de société, c'est un truc genre fantastique ou qui ou raconte des familial, ouais. histoires ou tu vois, escape game, ce genre de truc. Voilà, ou familial. Et les jeux de soirée, c'est pas un truc, tu vois. Donc sur ce segment-là, Oui, c'est un peu oui, oui. délicat. Après, je pense que le discours que j'avais, il fait référence beaucoup aux produits pas physiques, quoi. Dans le physique, les canaux de Ouais, ouais. distribution sont bien plus compliqués. Enfin, on le voit, tous les marchés qui sont passés du physique au digital, genre la musique, avant, il y a 10 ans, il y avait 3 stars par an qui naissaient. Et maintenant, tu regardes ton voisin d'à côté, tout ce qu'il écoute, en fait, tu connais pas, quoi. Et pour lui, c'est des mecs ultra connus. Parce que Ouais, bah, le digital a permis de distribuer à plus grande échelle, plus nombreux et plus segmenté, quoi, que le marché physique où il y a. ouais, et c'est clair. Et ça donne plus de liberté à plein de gens. Et je pense que le no-code va donner cette même liberté à plein de gens de faire leur truc, de leur côté, etc. Et je trouve ça vraiment une bonne chose parce que il y a plein de gens qui se privent, soit parce qu'ils n'ont pas les moyens, soit parce qu'ils n'ont pas l'équipe, soit parce ils pensent ne pas avoir les compétences, alors qu'ils ont peut-être des bonnes idées, mais juste ils se disent je peux pas. Et je pense que du coup, bah, là, ils vont pouvoir au moins essayer, quoi. Essayer d'avoir un petit truc, de mettre sur papier leur idée, quoi. Clairement. Bon, mais du coup, on va envoyer tous les gens qui pensent qu'ils peuvent pas se lancer sur ton podcast, comme ça ils entendront un peu parler de nos codes, un peu plus. Bah ouais. Non, mais en ce moment, c'est ma traîne. Là, je suis à fond dessus. Je bombarde. Mais sinon, en temps normal, je suis plus entrepreneuriat. Enfin, de toute façon, j'aime toutes les idées. J'aime Oui, oui, bah tous les c'est projets. un peu pour ça qu'on Il n'y a s'est contacté, pas de distinction. parce que j'avais vraiment envie de parler d'entrepreneuriat avec toi, de nos codes, de ce que tu faisais sur tes projets. Enfin, il y avait plein de choses intéressantes et c'est pour ça on a passé cette petite heure 20 ensemble. Euh, et, Ouais, et- ouais, il y en ouais, aura. putain, du coup, je viens de voir qu'on a largement dépassé le timing, le timing normalement que j'essaye de m'imposer. Donc, on va passer, ouais, à Ouais, louer, ouais, oui. merci. On va essayer de passer à mes trois petites questions finales et puis on pourra se dire bon Ouais. après-midi. Ah non, bonne soirée à toi parce que ça, c'est au Japon. Yes. Bonne soirée. Ouais. Ok, du coup, première des questions finales, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant que tu te lances?
Alors j'aurais aimé qu'on me dise que c'est pas si compliqué et que c'est pareil pour tout. En final, quand tu regardes, tu vois, je pensais que les jeux, c'était vraiment un marché impénétrable, et que c'était super dur à faire des jeux, de tout gérer le stock, enfin de gérer les fournisseurs, de faire les designs, parce que les designs, je les ai fait aussi tout seul. Donc tout le jeu, littéralement, je l'ai pondu, les cartes et tout. Et je pensais vraiment que c'était un truc impossible, qu'il fallait avoir une vraie boîte de prod. Et au final, non, tout est possible. Et en fait, rien n'est vraiment difficile. Et tous les projets qui te semblent un peu difficiles où tu te dis putain mais c'est super dur, comment est-ce que c'est possible de faire un truc similaire, bah, au final ça vient avec le temps. Et le deuxième truc c'est que enfin te dis pas que la première idée que tu vas lancer ça va être the idée et que tu vas rester dessus toute ta vie parce que déjà c'est pas vrai. Et le deuxième point, c'est que ton idée, elle évolue tout le temps. Et quand tu commences à entreprendre, tu as toujours des nouvelles idées, tout le temps des nouvelles idées. Et il y a pas mal de gens qui me disent, ouais, mais j'ai pas d'idée. Mais j'ai envie de leur dire, fais un truc, pense à ce que tu kiffes le plus. Fais, je sais pas, fais un podcast. Tu prends 5 minutes. Aujourd'hui, tu peux créer un podcast gratuitement avec Encore. Tu t'achètes un micro à 30 balles, tu crées ton podcast, tu lances ton truc, tu vois ce qui tombe. Tu fais une newsletter avec Substack, c'est gratuit, ça prend 10 secondes. Tu vois, tu peux faire plein de trucs, tu peux exprimer tes passions, juste pense à ta passion, essaye de faire un truc avec, et tu trouveras un moyen de monétiser, tu auras des nouvelles idées. Si tu veux faire une chaîne YouTube, lance ta chaîne YouTube, et les idées au final de tous les mecs qui ont des chaînes YouTube, à chaque fois tu te dis mais comment est-ce qu'ils trouvent ces idées pour faire autant de vidéos, etc. Mais au final, il lit juste les commentaires, il voit ce que les gens lui Ouais. demandent et il les fait, quoi. Et c'est ça pour tout. Au final, faut commencer, faut y aller progressivement, faut pas genre tout quitter, se barrer, machin. Tu fais progressivement, tu fais un petit side et tu continues comme ça et c'est le meilleur moyen d'apprendre et c'est le meilleur moyen de progresser. Plutôt d'accord. Après, un des points que je trouve, j'ai toujours eu comment dire, tiraillé entre les deux idées, quitte tout ou alors fais à côté. Parce que j'ai vu plein de potes essayer de faire à côté. Et en fait, comme ils ont un taf de merde, ben, à la fin de la journée, tout ce qu'ils ont envie, c'est de boire des coups. Et du coup, ils réalisent jamais leurs idées. Parce qu'en fait, dès qu'ils sont en dehors du travail, ils passent du temps à éponger le, la mauvaise énergie qu'ils ont eue toute la journée. Et après, de l'autre côté, il y a des gens qui quittent tout, mais qui au final branlent pas grand-chose non plus parce qu'ils savent pas par où commencer. Donc, je sais pas. Les deux existent. Je pense que ça dépend des personnes. Je pense que le mieux, c'est au final, et c'est pour ça que pendant le confinement, il y a plein de projets qui ont émergé, c'est ça, c'est d'avoir un espèce de step back par rapport à ta vie de tous les jours et d'avoir une espèce de liberté, je sais pas, d'être à mi-temps ou alors de se mettre en freelance, mais tu vois, je sais évidemment d'avoir un truc, un job 9 to 5, c'est super dur pour s'y mettre vraiment parce que c'est exactement ce que tu as dit, tu vois, tu rentres, t'as qu'une seule envie, c'est de décompresser, t'as une vie, quoi, t'es pas une machine. Mais en même temps, tu vois, je pense que ouais, essayer de faire un premier pas, essayer de trouver des compétences, de développer des compétences, d'apprendre des trucs, ensuite passer freelance, ensuite commencer. Mais tu vois, je pense que ça dépend les profils. Il y en a qui vont très bien s'en sortir, il y en a où ça va être difficile. Et ceux pour qui ça va être difficile et pour qui le projet va pas marcher, en fait, j'ai peur qu'ils retournent dans le salariat vraiment en traînant la patte parce que ça n'a pas marché et que du coup, ils soient dégoûtés de l'entrepreneuriat en se disant c'est pas pour moi et tout, et je vais rechoper mon CDI. Je trouve que la progression plus linéaire convient à plus de monde. Après, la conversion directe, c'est sûr que c'est plus Oui, c'est efficace. sûr. Ça dépend si t'aimes les choses violentes ou pas, quoi. C'est ça, Ta c'est capacité un à peu subir ça. la violence. Un des trucs que moi je Ouais. conseille là, donc j'ai aussi une newsletter, c'est avec mon podcast, et du coup, ce que j'essaie de faire passer les gens à l'action pour devenir indépendant. Lourde mission, vu le taux de réponse de mes emails. Il y a du boulot encore. Ouais, lors de mission. Ouais, c'est ça. Et un des trucs que je conseille Ouais. justement, c'est de commencer par arriver à se dégager du temps pour rien branler. Parce que je pense que quand tu commences à rien branler, ben, tu commences à réfléchir. Et quand tu réfléchis, ben, tu te rends compte que tu as plein de trucs dans ta vie qui vont pas. Et pour moi, c'est un des points essentiels de se dire, bah, OK, maintenant que tu as des trucs dans ta vie qui vont pas, soit tu essayes de les régler, enfin, t'essayes de les régler, et si tu n'y arrives pas, pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'il te manque l'outil pour? Est-ce qu'il te manque quelque chose pour? Et du coup, là, mon idée, c'est, bah, là, tu tiens un truc qui peut apporter de la valeur à toi, déjà, si tu arrives à le régler, et peut-être à d'autres gens. Et du coup, tu peux en faire un mini produit, au lieu de vouloir chercher.
Au lieu de vouloir 100% chercher d'accord. l'idée du siècle, tu vas C'est juste clair. régler tes propres problèmes et tu vas en faire des mini-business. Et dans 5 ans, C'est tu clair. vivras que de ça, quoi. Ouais. Non, mais j'aime beaucoup le apprendre à s'ennuyer. C'est vraiment, c'est le truc. C'est apprendre à s'ennuyer pour ensuite avoir des idées. Parce que si tu es toujours dans le rush, si tu es toujours dans le jus, tu vas jamais avoir des idées parce que tu seras trop crevé pour en avoir. Mais si tu commences à t'emmerder, et moi je me souviens, les vacances que tu faisais chez tes grands-parents, il y avait toujours un moment où tu tournais en rond et tu te disais putain, faut que je fasse quelque Ouais. chose, quoi, parce que là je me fais chier. Et, et voilà, quoi, c'est là où tu as des idées, où tu commences à faire, même quand t'es gamin, tu commences à faire des trucs parce que tu te fais chier, quoi. Bah, c'est pareil avec Mm. l'entrepreneuriat. C'est exactement l'idée. Du coup, un des trucs que je conseille, c'est de se mettre au code 5e déjà. Tu as une journée où tu vas rien faire. Ouais. Bon, au début, forcément, tu vas rien faire de productif. Tu vas jouer, tu vas regarder des vidéos. Mais ça va pas durer. Alors, au bout de 6 mois, que tu auras regardé des vidéos YouTube, tu vas peut-être te poser des questions sur ta vie, quoi. Ou alors, c'est vraiment, T'auras c'est ça, épuisé ouais. le catalogue. Tu sais, c'est un peu le phénomène que tu as quand tu es en vacances, tu sais. Les premiers jours, tu as plein de trucs à faire, et puis au bout d'un moment, bah, tu as envie de retourner bosser limite, quoi, si tes vacances durent trop, parce que tu as fait le tour. Ouais, c'est ça. Et C'est clair. c'est un peu l'idée C'est tellement d'activer ça. ce phénomène-là. Bon, eh bien, on va activer Ouais. mon avant-dernière question, et après, on se rapproche. Du Ouais. coup, qui est le prochain invité que je dois faire venir dans ce podcast, selon toi? Alors, je te dirais, moi, il y a deux personnes que j'aime bien et qui sont assez visibles, et je crois qu'ils sont pas passés dans ton podcast. Le premier, c'est Shubham Sharma, qui est un mec assez cool, qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Digital Wink. Et le deuxième que je te dirais, c'est Johan Lopez. C'est le CMO de Comet. Et il est très cool et il fait, enfin, genre, sa newsletter sur les finances perso qui s'appelle Snowball. Enfin, je trouve ça vraiment cool ce qu'il fait. Et même s'il a un job, enfin, chez Comet, au final, c'est un peu un indie maker parce qu'il a pas mal de projets en side. Et je trouve ça assez cool de voir comment il Ah, il équilibre fait clairement le entre. chemin que toi tu proposes, c'est commence à lancer des projets et puis tu verras, quoi. Peut-être qu'il arrêtera à un moment donné Ouais, c'est d'être à ça. commettre. Ben, c'est rigolo parce que ben, je l'ai eu dans ce podcast. Du coup, quand ton podcast sortira, il sera déjà sorti normalement. Euh, Ah, ok. et Shubham, je dois l'avoir, je dois enregistrer avec lui fin août, je crois. Donc, Bon, bah, tu vois, c'est c'est un ça. petit monde. C'est ça. Mais je suis content que tu me les aies conseillés, parce que ça va me donner encore plus envie de sortir l'épisode avec Johan et de tourner celui avec Shubham. Ouais, ouais, et Shubham, tu vas voir, il est top, il est Yes, vraiment c'est un cool. pro du no-code lui aussi. Ouais, ouais, bah là c'est clair, Bon, c'est sûr. et ben dernière question, où c'est qu'on envoie les gens qui veulent te suivre? Ben, très simple, j'ai un site qui s'appelle theomaréchal.com, donc Théo, Theo, et maréchal comme un maréchal, .com. Et sinon, après, j'ai un podcast qui s'appelle Théo Café, théo.café. Et le dernier truc, c'est si jamais vous êtes intéressé par les outils digitaux, n'importe quoi, gestion de tâches, etc., j'ai fait une toolbox qui s'appelle Theo Tools. Pensez à mettre le /fr, sinon vous aurez la version anglaise. Et il y a plein d'outils sur n'importe quoi. Stylé. Eh ben tout sera ça dans la description du Voilà. podcast. Je te remercie pour ton temps. C'était vraiment Ben, cool. merci beaucoup. Et merci aussi à toi pour l'invite. C'était J'ai très passé cool. un agréable moment. J'espère que les auditeurs aussi. Ça me fait penser à deux trucs que j'aimerais dire dans le podcast avant qu'on termine. Le premier, c'est qu'ils peuvent noter le podcast et aussi le tien d'ailleurs, s'ils veulent. Ouais, Ouais, mettez des s'il vous notes, plaît, mettez des c'est ce 5 qui nous aide étoiles. le plus à le faire connaître. Et comme vous vous en doutez, se faire connaître en tant qu'indépendant, c'est un des trucs les plus durs. Donc, ça nous aiderait un max. Et la deuxième truc, ben, j'ai oublié. C'est parce que je l'ai pas noté comme un caca. Mais c'est pas grave. Ça sera déjà bien. Ben voilà. Ouais, mettez des notes. C'est une belle conclusion. C'est ça. Mettez plein de... Et un petit commentaire. Ah oui, si, je sais, je sais. Si vous avez des conseils à me donner en Ah, tant voilà. qu'invité, enfin des conseils pour les invités, bah, en fait, vous pouvez aller sur le site d'Indie Maker et proposer vos propres invités. C'est ce qu'on parlait tout à l'heure avec YouTube. Je crowdsource aussi les invités. J'ai fait un genre de Indie Maker Hunt où tu peux mettre les gens que tu kiffes et tu peux voter pour. Et du coup,
ça m'envoie des notifs et comme ça, Stylé, je peux les bien, trouver. bien Donc, ils stylé. sont bien cachés, les Ouais, indies. trop cool. Voilà. Ben, merci à toi. Et je te souhaite une bonne fin de soirée. Bah, merci à toi. Et à la Ouais, bah, bonne prochaine. journée. À plus. Ciao.